à Sophie. Bonjour à toutes et tous que je ne vois donc pas derrière l'écran. Bienvenue pour cette deuxième rencontre co-organisée par l'Association des correcteurs de langue française, la CLF, et Fontaine aux livres. Donc moi, je suis Sophie Quetteville. Je vais animer cette rencontre avec l'écrivain Jean-Hubert Gaillot. Pour l'instant, je réduis à écrivain. Jean-Hubert, on développera tout à l'heure. Et avec sa casquette de correcteur, Olivier de Solmignac. Je vais d'abord donner la parole à Isabelle de Thienne qui va dire quelques mots et présenter la CLF. Et je pense que Gaëlle Boé dira quelques mots ensuite pour Fontaine aux livres. Et donc, je vous rappelle bien pour les derniers arrivés de couper vos caméras et vos micros. Merci. Bonjour à tous, donc Isabelle de Thienne de la CLF. Je vais être brève puisque je pense qu'on a tous envie d'entendre les deux intervenants, mais je vais profiter de ce moment pour vous présenter l'Association des correcteurs de langue française qui réunit presque une centaine d'adhérents qui sont tous correcteurs et correctrices dans la presse, l'édition, la communication, ou les trois à la fois. La CLF a été créée en 2018. Elle est née du besoin des correcteurs et des correctrices de se rencontrer, d'échanger, de partager leur expérience, de parler de leurs conditions d'exercice. On avait 4 objectifs, en fait. C'était fédérer les correcteurs et les correctrices, c'était promouvoir le métier auprès des professionnels, représenter la profession, là aussi auprès des professionnels, et former et informer les correcteurs. Donc, en 3 ans, nous avons fait plusieurs choses. Nous n'avons pas chômé, nous avons créé un site et un forum d'échange. Nous avons aussi lancé une grande enquête nationale sur les correcteurs qui sera bientôt disponible. Il faudra surveiller notre site pour en avoir la teneur. Et nous avons organisé plusieurs rencontres et des temps de formation entre les membres de l'association. Donc, nous sommes très heureux ce soir de poursuivre ce cycle de rencontres qui a été initié le mois dernier par Franck Bouys et Edith Noublanche. Nous poursuivons donc ici avec un deuxième binôme. Et donc, nous allons un peu rentrer encore d'une autre manière dans les coulisses du travail de l'auteur et du correcteur et comprendre que finalement, le métier de correcteur et d'auteur n'est pas si solitaire car ils travaillent aussi ensemble. Je voudrais donc remercier Jean-Hubert Gaillot et Olivier de Solmignac d'avoir accepté cette rencontre. Je vais aussi remercier évidemment Gaëlle pour d'avoir accompagné ce projet et enfin Sophie pour son investissement et son implication dans la préparation de ces rencontres. Et puis bien sûr tous les gens de la CLF qui se reconnaîtront. Voilà. Gaëlle, tu nous présentes, enfin vous, je vous vois quand on est en ligne. Gaëlle Boé, pouvez-vous nous présenter Fontaine aux livres? Alors, tout à fait, Sophie. Alors d'abord, bonjour, merci à tout le monde d'être présent, à Sophie, à Jean-Hubert, à Olivier, à la CLF aussi d'avoir eu l'idée de ce très beau cycle de rencontres qui réunit donc des auteurs et des correcteurs et, dans lequel nous, on s'investit également. Fontaine aux livres, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu. C'est un espace dédié au livre, à la défense du livre et de l'édition, qui va porter la voix des éditeurs indépendants de tous les métiers du livre par différentes actions. La première, c'est d'être un réseau de professionnels du livre. Nous accueillons toute la chaîne du livre, de l'éditeur au correcteur, au traducteur, au graphiste, à l'illustrateur, à l'agent littéraire, etc. Donc vraiment, toute la chaîne du livre peut se mettre en lien, peut se mettre en réseau pour pouvoir être plus fort ensemble, parce que c'est en échangeant, c'est en ayant aussi des moments de partage et des espaces communs qu'on arrive à être meilleur et plus fort dans nos domaines. On a un espace de coworking qui est situé à Paris dans le 11e, avec 350 mètres carrés de bureaux qui sont uniquement dédiés au métier du livre, dans lesquels on accueille tous ces types de professionnels. Soit sur de l'espace de coworking, soit sur des bureaux fermés. Et l'idée étant que les gens puissent se réunir dans un même lieu pour pouvoir échanger et être vraiment au contact les uns avec les autres et créer ensemble.
On a également une activité de formation professionnelle très spécifique pour les gens qui sont déjà en exercice dans les métiers du livre, avec des formations très courtes de 1 à 4 jours qui vont permettre à chacun de gagner en compétences et d'être meilleur dans son domaine. Alors évidemment dans les domaines de la correction, mais aussi dans les domaines de l'édition, de la fabrication du livre, de la promotion, de la commercialisation, des outils de gestion aussi, de savoir comment mieux structurer son entreprise, qu'on soit indépendant, auto-entrepreneur dans une structure, que ce soit une association, une SARL, etc. Donc tous les types en fait de structures qu'on peut avoir dans l'édition. Et on fait de l'accompagnement à la création de projets, à la création d'entreprises pour des nouveaux entrants qui voudraient se lancer dans les métiers du livre et qui ne savent pas trop forcément par où commencer, comment s'y prendre. Et donc nous, on va les accompagner pour faire en sorte qu'ils montent au mieux leur projet. Voilà, et donc on participe évidemment à de nombreuses actions comme celle qu'on a aujourd'hui qui visent à défendre les métiers du livre, faire en sorte qu'on comprenne mieux et qu'on puisse avoir plus de compréhension sur le métier de chacun. Et donc voilà, c'est en ça qu'on est très content d'être là et très content de vous accueillir tous aujourd'hui avec la CLF. Merci beaucoup Gaëlle. Alors, comment va se passer cette rencontre? Tout d'abord, Jean-Hubert et Olivier vont discuter tous les deux pendant à peu près 45 minutes. Alors, je vais leur donner quelques pistes de discussion, bien sûr. On a un peu préparé, j'ai pas mal de questions. Et puis après ces 45 minutes de rencontre, les 20 dernières minutes seront consacrées à vos questions, à vous tous qui assistez à cette rencontre, que vous pourrez poster via la conversation, l'outil de conversation. C'est la petite bulle dans la barre du milieu. Si vous cliquez dessus à droite, vous avez un pavé de conversation et donc vous pourrez poser vos questions là et moi je les transmettrai à Olivier de Solmignac et à Jean-Hubert Gaillot. Je vais vous présenter tous les deux. Jean-Hubert Gaillot, vous êtes écrivain, 7 romans publiés aux éditions de l'Olivier depuis La vie magnétique en 1997 jusqu'à Action spéciale en 2021. Et puis, vous avez une double casquette dans ces métiers du livre, puisque vous êtes éditeur et cofondateur avec Sylvie Martini des éditions Tristram, et ce depuis 1989, si ma mémoire est bonne. Bonjour Jean-Hubert, merci d'être avec nous. Bonjour à tout le monde. Olivier de Solmignac, vous êtes préparateur de copies, correcteur d'épreuves, réviseur de traduction, notamment pour les éditions de l'Olivier, mais aussi les éditions Stock, Globe ou encore l'École des loisirs. Mais vous aussi, vous avez une double casquette, si ce n'est une triple, puisque vous êtes aussi romancier et pour la jeunesse et pour les adultes et poète. Si j'ai bien... Il y a un recueil de poèmes, c'est ça? Oui. Et justement, ce sera ma première question. Je voulais savoir si le fait d'avoir tous les deux une double casquette, pour l'un éditeur et écrivain, pour l'autre correcteur et écrivain, ça change votre approche de cette étape qu'est la correction dans cette chaîne de travail sur un texte. Est-ce que on dit souvent que les auteurs parfois ont un peu peur, le correcteur il arrive avec son stylo rouge et ça peut faire un peu peur. Est-ce que le fait d'être des deux côtés de la barrière fait que vous avez une meilleure appréhension de cette étape-là? Meilleure approche, plus qu'appréhension. Si vous voulez, je peux répondre en premier, si Olivier est d'accord. Donc, effectivement, ça fait 30 ou 35 ans que je suis éditeur chez Tristram, maison qui a la particularité, entre autres choses, de publier d'une part des choses très différentes, aussi bien des auteurs français que des traductions et parfois des textes patrimoniaux, ce qui pose évidemment des problèmes d'édition et donc de correction très, très différents. L'autre caractéristique est que nous publions très peu, avec cette contrepartie que nous avons beaucoup de temps à consacrer à l'édition des textes
et que lorsque Sylvie Martigny et moi-même, nous sommes dans la position des éditeurs, des correcteurs, nous sommes particulièrement tatillons, du genre à annoter chaque page une trentaine de fois, même lorsque le texte paraît déjà très abouti. Je pourrais revenir plus tard sur la nature de ces très nombreuses annotations, commentaires, suggestions qu'on peut faire aux auteurs ou aux traducteurs. Alors évidemment, lorsque je suis moi-même confronté à un correcteur en tant qu'auteur, le seul avantage que je peux retirer de ma fonction d'éditeur, c'est que je connais la question, je connais le sujet, sauf que là, je passe de l'autre côté de la frontière. Tout ceci ne se joue pas en termes d'intérêt, mais évidemment, ce que j'ai à faire valoir par rapport au texte n'est pas du tout du même ordre. C'est évidemment un avantage inestimable parce que je sais depuis toujours que l'étape de correction est fondamentale. Qu'un correcteur n'est jamais, de mon point de vue, trop interventionniste et que dès lors que les choses se passent en bonne intelligence, et je crois que c'est généralement le cas, notre sujet commun qui est l'accomplissement d'un texte, a naturellement tout à y gagner. Mais voilà, comme éditeur, j'ai peut-être édité 300 livres. Comme auteur, j'ai été confronté ces derniers mois, simplement pour la 7e fois, à cet exercice de la correction. Ce sont des expériences donc totalement dissymétriques, et donc les effets de surprise pour Action Spéciale ont encore été très nombreux. Olivier, cette double casquette. Oui, c'est vrai que le fait d'être d'un côté ou de l'autre de la barrière, appelons ça comme ça, fait que l'on perçoit les choses d'une manière qu'on ne perçoit pas forcément quand on est d'un seul côté. En particulier quand on est un auteur et qu'on reçoit un jeu d'épreuves, c'est un moment de grande vulnérabilité. Parce que c'est un moment où on soumet le texte que l'on a écrit à une des premières personnes, parfois anonyme. L'identité du correcteur n'est pas toujours connue de l'auteur. Et on n'a pas encore eu, en contrepartie, les retours de lecture des journalistes, les retours de lecture des proches ou d'autres lecteurs. On n'a pas encore eu l'occasion de présenter son livre à d'autres. Donc, l'auteur, on perçoit que l'auteur, à ce moment-là, et dans une forme de vulnérabilité. Une des choses que m'a appris le fait de recevoir des épreuves en tant qu'auteur dans ma pratique de correcteur, c'est de savoir rester relativement discret. C'est-à-dire, c'est pas la peine de souligner 4 fois un mot pour mentionner qu'il est répété dans une page, et dans la mesure du possible, si les marques d'intervention peuvent rester discrètes, pour peu que l'auteur ait à avoir sous les yeux le jeu qu'on utilise, c'est important que la page ne soit pas trop chargée. Ça c'est une première chose. La deuxième chose que j'essaye de faire passer, alors il faudra que je revienne un petit peu plus précisément sur la nature de la relation que je peux avoir avec les auteurs suivant les travaux que je fais, puisque comme préparateur de copie, il m'arrive très souvent de travailler en direct avec les auteurs, c'est-à-dire de les contacter, de leur poser directement les questions que j'ai à poser. Comme correcteur d'épreuves, le plus souvent, il y a toujours l'intermédiaire de l'éditrice, de l'assistante d'édition, éventuellement. J'essaye de faire percevoir à l'auteur
que je ne me place pas dans je ne me place jamais dans une position de procureur, mais dans une position d'avocat. On a tendance à considérer souvent, quand on connaît mal le métier, que le correcteur est un procureur. C'est-à-dire, c'est celui qui va dire le droit, la norme, etc. Or, je ne perçois pas du tout le travail de correcteur comme un travail de procureur, mais comme un travail d'avocat. Je me mets au service du texte, je me mets au service de l'auteur, et se mettre au service du texte ou de l'auteur, ça ne veut pas chanter ses louanges et trouver qu'il est formidable et qu'il n'y a rien à redire. Ça peut être au contraire, pointer les éléments qui questionnent, les choses qui ne sont pas claires ou pas pensées pour que l'auteur lui-même, une fois le texte établi, puisse le défendre en conscience au mieux. Et effectivement, là, pour les éditions de l'Olivier, vous êtes exclusivement préparateur de copie. Oui. Donc, cette première étape de correction du manuscrit après que l'auteur et l'éditeur aient travaillé ensemble sur le texte. Quand vous rentrez comme ça en contact direct avec l'auteur, ce qui est le cas dans votre collaboration avec Jean Hubert, vous vous mettez d'accord sur une espèce de latitude avec l'auteur, de latitude sur le degré d'intervention. Vous en parlez, ça, au début, surtout quand c'est avec un nouvel auteur. Avec Jean Hubert, vous en êtes à votre 3e ou 4e collaboration, donc j'imagine que les choses sont... Oui. Alors, oui, je peux dire que, en fait, je suis très heureux que Jean Hubert ait accepté cette proposition, que nous intervenions ensemble sur la question. En particulier parce que ça me renvoie à un des tout premiers textes que j'ai contribué à corriger quand j'étais stagiaire aux éditions de l'Olivier, et ça nous ramène un peu plus de 20 ans en arrière. Donc, en effet, on a eu l'occasion de travailler ensemble par le passé, mais que ce soit avec un auteur avec lequel j'ai déjà travaillé, et travaillé 3 fois ou 4 fois ensemble en 20 ans, ça nécessite de toute façon de remettre certaines choses au clair, spécifiquement par rapport à un texte. Mais que ce soit avec un auteur avec lequel j'ai déjà travaillé ou non, souvent, on va dire, au bout de quelques dizaines de pages, je peux avoir en tête quelques types de questions qui risquent d'être récurrentes dans le texte. Si je prends des exemples un peu précis, ça peut être le choix des temps, par exemple, le choix des temps du récit. Ça peut être la manière de nommer tel ou tel personnage. Voilà, des choses de cet ordre-là qui peuvent nécessiter qu'on se mette d'accord dès le départ pour qu'on n'ait pas à faire le travail 2 fois, en fait. Une espèce de premier diagnostic qui permet de se mettre d'accord dès le début. Jean Hubert, c'est important, ça, ce contact direct avec le préparateur de copie, avec le correcteur? Ah bah, de mon point de vue, plus il y a de contacts et plus ces contacts sont directs, mieux c'est. Et plus les discussions sont nombreuses et plus elles sont longues, mieux c'est également. Ce qui a été intéressant là dans le cas qui nous occupe, alors effectivement, Olivier avait eu l'occasion par le passé de lire, relire et corriger
certains de mes textes précédents, mais justement de manière anonyme. Tu me l'avais dit par la suite, mais nous n'avions à l'époque pas eu d'échange direct. Entre-temps, on a eu l'occasion de se rencontrer, de sympathiser, de se lire mutuellement. Et donc, c'est peut-être un élément un peu spécifique de la collaboration qu'on a menée sur Action spéciale, c'est qu'on avait un peu d'ancienneté tous les deux, on se connaissait et il était d'autant plus facile de se parler à cœur ouvert. Donc ça, c'est une chose. Un autre point peut-être qu'il est intéressant de signaler dès à présent, c'est qu'au moment de l'histoire de ce roman où Olivier intervient, l'histoire est déjà assez longue. D'une part, pour des raisons qui sont liées à la nature même de ce projet romanesque, même si j'ai l'habitude toujours de beaucoup travailler et de beaucoup corriger avant de faire lire à qui que ce soit, et en premier lieu à l'éditeur. C'était un roman qui, pour des raisons narratives, des raisons de rythme, mais aussi des raisons de longueur, m'avait obligé à travailler de manière encore plus surabondante que par le passé. Notamment, l'un des problèmes que j'avais, c'est que je ne voulais pas que le roman dépasse les 500 pages, et ça a été beaucoup de travail pour faire en sorte que ce ne soit pas plus long. Ce qui veut dire que, par exemple, tout ce qui était de l'ordre des coupes possibles, partout où elles étaient possibles, j'y avais déjà consacré beaucoup de temps, et lors d'étapes ultérieures, alors pas simplement avec l'éditeur, l'édition d'Olivier est une maison qui est ainsi faite que beaucoup de soin est accordé au texte, et avant qu'Olivier entre en piste, il y avait déjà eu un dialogue soutenu, approfondi, avec 3 éditeurs dans la maison, qui s'attachaient à des aspects, à des degrés divers du texte, mais il y avait déjà eu un riche dialogue qui, évidemment, avait eu des conséquences sur le livre. Et c'est pour ça, je crois que c'était aussi intéressant en ce qui nous concerne avec Olivier, c'est que la copie dont il a hérité était, je pense, déjà relativement au point lorsque les éditeurs s'en sont emparés, et comme eux-mêmes ont apporté leur contribution, on n'était certainement pas en présence d'un texte sur lequel peu qu'une intervention n'était possible, et même après qu'on ait beaucoup et très bien travaillé, je pense que des tas d'interventions seraient encore possibles, mais ça, c'est le drame de la littérature, et voilà, donc on a fait ce qu'on a pu, et on s'est arrêté avant que tout ça tourne à la névrose collective, mais Olivier en parlera mieux que moi, puisque c'est lui qui a été confronté à la découverte du texte dans un état qui était donc déjà relativement élaboré. Mais je pense que ce qui était intéressant, c'est que les suggestions évidentes, les corrections massives, celles-là n'étaient plus visibles parce que c'était des problèmes qui étaient déjà réglés. Donc on était en présence d'un texte qui était quasi définitif, et c'est là qu'on entre dans quelque chose qui est vraiment ultra fin. Et comme je pense que vous y reviendrez tous les deux, des questions de concordance des temps, où là on entre dans une zone extrêmement indécise, où l'auteur, et je dirais toute autre personne qui a déjà trop travaillé sur le texte, en est au point où il devient impossible de voir ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de pétrification de l'écriture et des phrases qui rendant impossible le simple fait qu'on puisse imaginer qu'elle soit autre, évidemment, inhibe toute possibilité supplémentaire d'amélioration. Et donc là, évidemment, Olivier est apparu comme un messie qui, donc, découvrant le texte à nouveau frais, lui avait cette lucidité et cette réceptivité pour brusquement être heurté ou simplement étonné par des choses qui nous paraissaient désormais gravées dans le marbre. Et on parle probablement là de choses qui échapperaient à la
plupart des lecteurs, emportés par la vitesse de lecture, par le récit, par l'ambiance. Voilà, donc c'était vraiment des corrections à la fois très averties, qui demandaient du sang-froid, qui demandaient une lecture contre nature, c'est-à-dire extrêmement lente dans un texte qui appelle plutôt un emballement de la lecture, etc. Donc c'était évidemment absolument passionnant, voilà, pour les raisons que je viens de tenter de résumer. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais Action Spéciale, c'est un roman d'aventure qui met en scène une bande de 4 qui en croisent un 5e. 4 bandits dandys. On est, oui, dans le roman d'aventure, en même temps dans la fable politique, parce qu'ils sont un peu franchement dans le rejet de la société telle qu'elle leur apparaît aujourd'hui et très critique vis-à-vis du fonctionnement de cette société. Ils sont très esthètes, pour certains, ils sont très joueurs. Je pense que le mot joueur est un mot assez approprié puisque ça se passe en partie dans les casinos. Et il y a, évidemment, on les découvre à une étape de leur vie, mais ça fait presque 20 ans qu'ils se connaissent, donc il y a toute l'histoire est racontée, donc on repart en arrière, etc., etc. Et puis en même temps, on a envie d'avancer dans l'histoire parce qu'on se demande où Jean Hubert va nous emmener. Et Jean Hubert, il aime beaucoup nous brinque-baller, nous surprendre et nous malmener en tant que lecteur. Et c'est tout ce qui fait le charme. Moi, j'adore les mises en abîme et d'avoir l'impression qu'on me perd totalement pour me rattraper et me relancer sur le chemin. Et c'est exactement ça, je trouve, en tout cas, souvent dans les livres de Jean Hubert, mais dans celui-là en particulier. Et c'est vrai que c'est très dense, 468 pages. Je pense qu'il y a... Enfin, Olivier va certainement ne pas me contredire. Je pense qu'il n'y a pas un mot qui est là par hasard, il n'y a pas une action qui est là par hasard, enfin tout est vraiment posé, pensé. Et Olivier, c'est vrai, quand vous parlez de ce texte en particulier de Jean Hubert, vous dites que c'est un auteur extrêmement précis, méticuleux, enfin un des plus précis et méticuleux avec qui vous collaborez, et que finalement les bizarreries qui pourraient rester dans le texte, vous imaginez qu'elles ont déjà été pensées et voulues par Jean Hubert. Ce qui fait qu'on pourrait presque vous demander, mais qu'est-ce qui reste à corriger quand il n'y a rien à corriger? Voilà, mais c'est vrai que, en fait, on peut toujours ramener un œil neuf pour rebondir un peu sur ce que disait Jean Hubert. Je pense qu'au bout d'un moment, quand un texte a une longue histoire de création qui a pu courir sur plusieurs années, qui a été chamboulé dans un sens, dans un autre, travaillé, retravaillé, on est à certaines choses aveugle à son propre travail. Et c'est tout l'honneur du travail d'éditeur également, ou du travail de correcteur, de savoir mettre justement la lumière sur quelquefois une petite zone d'ombre qui aura échappé à la vigilance de l'auteur, de l'éditeur peut-être. Et quand on est en face d'un texte comme ça qui est déjà très abouti, qui a été très pensé, on sait par avance que la zone d'impensé est relativement étroite et à un degré qui est assez peu perceptible à un œil qui passerait rapidement sur le texte ou à une oreille qui écouterait rapidement le texte. En fait, des auteurs, c'est un peu comme des gens dans la vie, il y en a, pour résumer, il y en a de deux types. Il y a les chiants et les pas chiants. Jean Hubert est un auteur chiant, comme moi-même je suis un auteur chiant,
Et le fait qu'il y ait que les gens soient chiants ou pas chiants ne veut pas dire qu'on n'apprécie pas de travailler avec eux. Je m'explique, Jean-Hubert, je ne veux pas du tout avoir l'impression de t'avoir amené ici pour te couvrir d'injures. Au contraire, un auteur chiant, c'est un auteur qui va vouloir percevoir tout ce qui se passe dans son texte. C'est-à-dire, vous avez des auteurs qui vont vous dire « Je ne veux pas qu'une virgule soit ajoutée ou ôtée de mon texte sans que j'en ai eu un aperçu. » À l'inverse, vous avez des auteurs qui vont vous dire « Voilà, j'ai écrit ce texte-là, mais la typographie, j'y connais pas grand-chose, il y a peut-être des phrases qui sont mal formulées, on va les retourner, tournez-les comme et ça ira bien. » Il y a des avantages d'avoir des auteurs chiants, c'est que le texte, en règle générale, est très propre et qu'il y a peu de choses à toucher dessus. Un auteur pas chiant, comme en gros, et pour parler un peu vulgairement, il s'en fout un peu, on va avoir tout un travail assez ingrat pour pouvoir l'amener à un degré de lisibilité normal. Et travail un peu ingrat aussi parce que finalement, qu'on ait fait ce travail-là ou pas, l'auteur n'y est pas très sensible. Alors que quand on a un degré d'exigence comme celui de Jean Hubert sur les textes, le regard qu'on va pouvoir apporter, ce petit éclairage dans la petite zone d'ombre du texte, n'est pas du tout un travail ingrat, au contraire. Je pense que c'est une marque d'estime et de reconnaissance mutuelle entre l'auteur et le correcteur à ce moment-là, de considérer que les enjeux de la langue vont jusque dans ces détails-là. Voilà. Oui, c'était un compliment, finalement. Et qui d'ailleurs cesse d'être des détails, parce que je signalais le fait tout à l'heure que tu étais entré en piste après qu'il y ait eu d'autres étapes d'édition, de relecture et de correction. Donc, tu avais un regard neuf. Mais à cela s'ajoute que tout un tas de problèmes ayant disparu parce qu'ils avaient été réglés, il y avait donc une meilleure visibilité possible des problèmes qui demeuraient éventuellement et dont le caractère ténu, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont moins importants que les autres, mais ils sont ténus car ils sont pris dans la trame, dans la nervure, dans la fibre du texte. Et voilà, ce n'est pas une erreur de scénario, ce n'est pas une contradiction, ce n'est pas une répétition, c'est quelque chose qui est à mi-chemin entre ce qui relève de la compréhension et de la suggestion qu'on essaye de produire dans un texte. Là, on parle de littérature. La littérature, elle ne véhicule pas des idées, elle véhicule des sensations, elle véhicule beaucoup de choses qui ne sont pas écrites. Et les choses qui sont écrites sont souvent là pour faire exister d'autant plus fortement les choses qui, elles, ne le sont pas, qui sont cette espèce de partie invisible de l'iceberg, ce qui évidemment explique pourquoi 10 lecteurs d'un livre ont des souvenirs différents de ce livre, et parfois ils cherchent des phrases et des passages qu'ils n'y retrouveront jamais, puisque c'est dans le livre, mais ça n'est pas dans la partie visible du livre. Donc ces choses ténues dont on parle tout de suite c'est cette très mince pellicule qui rend possible la communication entre la partie visible et la partie simplement suggérée du texte. Donc l'enjeu est très important, et s'il y avait des tas de problèmes stylistiques, grammaticaux, orthographiques, typographiques, de scénarios, de vraisemblance, de longueur, de choses pas compréhensibles, évidemment l'accès à cette fine pellicule
absolument déterminante, parce que c'est le sang même qui pulse à l'intérieur du texte. Évidemment, il sera impossible d'avoir les idées suffisamment claires pour se demander si tout va bien de ce côté-là. Et je crois que c'est assez précisément le travail auquel on s'est livré avec Olivier pour Action spéciale. Jean-Hubert, est-ce que ça arrive que les questionnements, ça va peut-être être naïf comme question, hein, mais que les questionnements d'Olivier vous fassent voir des éléments du texte que vous n'aviez pas encore perçus? Non. Ou alors je me suis empressé de l'oublier, ce qui est évidemment possible. C'est plutôt dans l'étape dans laquelle on se trouve maintenant, puisque désormais le livre est publié et commence à être lu, à être commenté. Et donc, alors, il est très, très étonnant de voir ce que telle ou telle personne peut penser du livre. Alors là, c'est la surprise est permanente et parfois jusqu'à l'aberration d'ailleurs, mais c'est ça qui est bien. Non, dans le dialogue avec Olivier, ce sur quoi il a mis le doigt, j'ai tout de suite compris de quoi il parlait, parce que c'est non pas des questions que je m'étais posées, car si je me les étais posées sous cette forme-là, j'aurais tenté d'y remédier par moi-même, mais je sentais que là, je jouais un peu sur un fil, que je jouais un peu à la limite. Ça avait donc déjà fait l'objet d'une attention très grande, mais sans ce recul, sans cette vision extérieure dont moi je ne bénéficiais plus depuis longtemps, et dont Olivier, à l'inverse, bénéficiait totalement. Je parle surtout donc de cette question d'usage et parfois de concordance des temps du passé, mais on y reviendra peut-être plus précisément. Ouais, on va l'aborder juste après. Avant que je vous demande, Jean-Hubert, peut-être de lire quelques pages, qu'on entende le texte, quand même, le résultat de cette collaboration. Olivier, j'ai une question un petit peu plus générale sur le métier, mais qui est en lien direct avec tout ce que vous venez de dire tous les deux. C'est justement sur cette modulation du degré d'intervention en fonction de l'auteur, de l'état du texte aussi, finalement, on l'a bien entendu, ou du degré de chiant ou pas chiant de l'auteur, si je reprends vos mots. Est-ce qu'il y a quand même, bon, Action spéciale, on a bien compris que vous étiez plutôt du côté de la discrétion, enfin, et de la discussion. Et est-ce qu'il y a des cas où il faut être un petit peu plus ferme avec l'auteur? Ça peut arriver. Alors, la place du correcteur, en fait, elle se retrouve quelquefois dans un jeu de billard à 3 bandes entre l'auteur, l'éditeur et donc le correcteur. Quand l'éditeur a été en contact déjà avec l'auteur, il a pu essayer de lui faire certaines suggestions qui n'ont pas rencontré l'écho souhaité chez l'auteur. Et il est possible qu'à ce moment-là, l'éditeur s'en remette au préparateur de copie ou au correcteur en disant, voilà, écoute, j'ai eu tel type de questionnement, regarde ce que tu en penses, toi, sur le texte. Et il est possible que l'intervention du préparateur de copie ou du correcteur à ce moment-là permette d'arriver jusqu'à l'éclosion d'une décision chez l'auteur qui avait besoin d'un temps pour mûrir. Quand il n'avait eu que le retour de l'éditeur, il pouvait se dire que c'était peut-être une question que l'éditeur en face de lui n'avait pas bien compris, mais qui était censé être clair pour le commun des mortels. Et si le préparateur de copie ou le correcteur achoppe au même endroit, peut-être à ce moment-là, l'auteur va se dire: ah, alors s'ils sont déjà deux
ou 3 lecteurs sur le peu que j'en ai jusqu'à présent à mettre le doigt sur cette question, à trouver que les choses ne sont pas claires, que le terme que j'ai choisi n'est pas le bon, etc. Alors, je vais peut-être être disposé maintenant à reconsidérer ma position. Et donc, on peut avoir comme ça quelque chose qui fait que le préparateur de copie ou le correcteur intervient comme un élément supplémentaire de la maturation d'une décision sur un certain objet du texte. J'ai en tête, par exemple, un texte sur lequel j'avais travaillé. Le texte en soi était très, très propre. Mais il y avait, c'était un texte qui devait comporter, je ne sais pas, une grosse vingtaine de chapitres. Il y avait un chapitre dont on ne comprenait absolument pas ce qu'il faisait au milieu des autres. Mais absolument pas. L'éditrice m'avait envoyé le texte en me disant, voilà, le texte est très propre, je te le laisse lire, etc. Et elle avait déjà soumis cette question à l'auteur. Et l'auteur avait dit, non, non, mais pour moi, il a tout lieu d'être là, etc. Et je lis le texte, j'y trouve à peu près rien à retoucher, sauf à signaler ma perplexité aussi de ce chapitre 16 ou 17, qui était là comme un élément, mais vraiment, enfin, on va dire incompréhensible, finalement, l'auteur a fini par supprimer ce chapitre. Alors, peut-être que d'autres retours de lecture dans son entourage étaient intervenus également, mais voilà, c'est des choses qui peuvent intervenir également. Merci. Jean-Hubert, vous nous liriez une page ou deux, qu'on l'entende, ce texte, cet aboutissement d'un travail à la fois très personnel, très long, très seul, très personnel, et ensuite finalement un peu collectif. Oui, alors je ne sais pas à quel point cette page sera révélatrice de notre, ou une bonne illustration de notre propos, mais sans doute un petit peu. Ça fait à peine plus d'une page, donc ça n'est pas très long. Il s'agit d'un passage qui se situe encore relativement au début du livre, et j'ai choisi celui-là parce qu'il, d'une certaine manière, il résume assez bien l'affaire sur un plan narratif, ce qui nous aidera peut-être, tant qu'à faire, dans la suite de la discussion. Quand ils me racontaient leur début, la période de débrouille où il fallut équiper sommairement le hangar, acheter les motos et la Mercedes d'occasion, ils me parlaient moins d'argent et de la difficulté à en trouver que des manières de s'en procurer auxquelles ils avaient préféré renoncer. Aucun n'aurait accepté de travailler dans une banque, mais aucun non plus n'aurait voulu devenir braqueur de banque. Rejet de la vie salariée, refus d'une vie hors la loi, ne se laisser enfermer ni dedans ni dehors, tous tombaient d'accord sur ce point, mais entre les deux, la voie était étroite. Denise avait fréquenté des gens, à Paris, qui levaient des fonds pour venir en aide aux villages pauvres du Burkina Faso. Son apport se limitait à traduire bénévolement des articles de revue ou des circulaires officiels. Elle le faisait vite et bien, avec la satisfaction de se savoir utile. Son nom, peu à peu, avait circulé dans les milieux de l'action humanitaire. On l'a sollicité pour des travaux plus longs et ardus, parfois rétribués. Le Rintintin avait des dispositions pour le jeu. À 18 ans, il finançait ses études grâce aux grilles du loto sportif qu'il remplissait chaque semaine. Au départ, des 4, sans doute était-il le plus hostile à toute idée de travail contre salaire et le moins regardant sur la légalité. Quand il eut vent de la possibilité d'empocher de meilleurs gains en recourant au paris clandestin, il n'hésita pas. Natsumi, le mercredi, le vendredi et le samedi, donnait des cours de jiu-jitsu à Rosas, puis elle en donna à Figueras, interrompant ceux de Rosas, ensuite à Barcelone, abandonnant ceux de Figueras. La distance augmentait, le nombre de ses élèves aussi, ses revenus également. Elle put espacer les séances. Kepler et le Rintintin discutaient interminablement de paris. On pouvait parier sur n'importe quoi. Les chevaux et les courses automobiles, la boxe, les combats de coqs, le sexe du prochain rejeton de la famille royale, quel pays serait la cible du prochain attentat.
Le Rintintin leur avait appris le poker et ses variantes. Il progressait rapidement, Kepler surtout. Bientôt, il fut imbattable, et une nuit, alors qu'il les observait autour de la table, concentrés sur les cartes, beau, si beau et débordant de classe, un carré d'as à Cadaquès, il décida qu'il était temps de voir les choses en grand. Kepler avait un idéal, esthétiser l'existence sous tous ses aspects. Une victoire élégante représentait pour lui davantage qu'une victoire. L'argent propre, qu'est-ce que c'était? Il aimait les billets neufs, tout juste imprimés et qui n'avaient jamais servi, mais ça n'était pas son idée de l'argent propre. L'argent qu'on pouvait gagner, à droite ou à gauche, comment savoir s'il ne résultait pas d'une activité de blanchiment? Dans certaines villes, la moitié des commerces, les trois quarts des bars et des restaurants, la totalité des lieux de nuit servaient à blanchir, des pans entiers de l'économie étaient gangrénés. Le seul argent propre était celui qu'on faisait surgir du néant par un tour de passe-passe réussi. Merci. On les voit bien, vos personnages, là. Enfin, on fait connaissance, là, avec eux. Bah, ça va, j'ai pas dit trop de bêtises en présentant tout à l'heure. Hein. J'ai parlé d'esthète, j'ai dit bandit, on sait pas vraiment... Ils veulent pas non, tous les mots étaient bons. Dandy, c'est sûr. Ça. Vous l'avez évoqué tous les deux plusieurs fois. Là, on va rentrer un peu dans le concret du travail de correction sur ce texte. C'est la concordance des temps et notamment la subtile alternance entre passé composé et passé simple qui est dans le texte. Et notamment cet usage du passé simple qui, je crois, a donné lieu à des discussions entre vous deux. Olivier, comment ça s'est passé? Oui, en fait, en ayant le texte sous les yeux et connaissant, enfin ayant déjà travaillé avec Jean Hubert par le passé, je lui donne toujours un a priori du fait qu'il sait ce qu'il a fait. Si j'ai un doute sur une chose, ça restera à l'échelle de la question. Je ne vais pas trancher. Bon, elle est peut-être à l'exception d'une ou deux coquilles qui se baladeraient dans le texte, mais à partir du moment où quelque chose peut être en balance dans le texte, je sais que je dois lui poser la question. Je vais prendre, comme on a un auditoire de gens du métier, on peut rentrer dans les détails un petit peu techniques, mais par exemple, on sait que certaines personnes ou certains auteurs vont utiliser le verbe continuer avec la préposition de et d'autres avec la préposition à. Qu'on l'utilise avec l'un ou l'autre, il n'y a pas de faute en tant que telle. En règle générale, mon opinion, quand j'ai un texte sous les yeux, ça... Ah, pardon, j'ai un écho en même temps. Oui. Ah, ça y est, c'est réduit. Quand j'ai un texte sous les yeux, ma question, ça va être d'unifier à l'intérieur de ce texte-là pour qu'on ait toujours continué à ou continué de, mais pas l'un et l'autre. Et quand ça se partage à peu près à 50-50, je fais mon propre choix en fonction de ce que je perçois du texte. Dans le texte de Jean Hubert, on trouve à 80% continué à, peut-être je donne 80% comme une proportion comme ça un petit peu au hasard, mais disons une plus grande prévalence de continuer à, et dans quelques cas, il y a continué de. Mais je sais à ce moment-là que je dois poser la question à Jean Hubert de savoir si c'est bien de son fait d'avoir choisi de le faire comme ça. De la même manière, il y a un chapitre dans le texte avec des titres de chansons. La norme
le code typographique dit qu'on présente les titres de chansons d'une certaine façon, entre guillemets, avec quand ce sont des titres anglais avec une cape à peu près tous les mots, sauf les articles définis, indéfinis. Et voilà. Et Jean Hubert les avait présentés en italique, mais je savais qu'il l'avait fait en conscience. Et ensuite, j'ai été dans mon rôle de lui poser la question, juste pour m'assurer que c'était bien le cas. Voilà. Mais j'ai toujours cette a priori, on va dire a priori favorable, considérant que les choix qui sont faits sont des choix déjà pensés. Mais je me suis aperçu dans le début du texte qu'il y avait justement une alternance assez subtile entre passé simple et passé composé dans les temps du récit, qui créait quelque chose de tout à fait particulier dans le rythme et dans, j'allais dire, c'est presque un effet cinématographique de changement de plan très rapide quelquefois dans un chapitre, dans une scène. Et cet effet de changement de plan passait par l'usage différencié de ces temps. Mais dans certains cas, j'avais l'impression que le balancement de l'un à l'autre se faisait de manière soit trop rapide, soit un peu trop tard, soit un peu trop tôt. Et à ce moment-là, j'ai assez vite appelé Jean Hubert pour lui signaler que j'avais ce questionnement. Et on a convenu que je regarderais ça avec attention tout au long du texte. Non pas que j'ai tranché à aucun moment la question. Ensuite, je lui ai signalé toutes les occurrences dans lesquelles ça me semblait nécessiter d'être remise en question, en lui disant je n'ai pas besoin que tu me justifies pourquoi à tel endroit tu utilises le passé simple ou pourquoi à tel endroit tu utilises le passé composé. Je veux simplement que tu les regardes, que éventuellement tu fasses les modifications qui te sembleraient judicieuses en ayant ça sous les yeux, et je comprendrai toutes les justifications, y compris celles qui consisteraient à dire c'est parce que c'est comme cela que je l'entends. C'est-à-dire une justification qui n'est pas d'autre raison, qui ne soit pas portée par autre chose que par la vision intime du texte par l'auteur. Voilà. Je réagis peut-être. Oui. Ça me paraît tout à fait passionnant, et puisque des correctrices, des correcteurs ou se destinant à le devenir nous écoutent pour la plupart, c'est vrai que c'est l'occasion de dire que même si on se connaissait assez bien auparavant, Olivier et moi, il y a quelque chose de remarquable dans son approche du travail. Tu viens d'ailleurs un peu de l'illustrer. C'est pas simplement une question de tact, de discrétion, de précaution. C'est que sur cette question importante des temps du passé, avant toute discussion, voire tout débat, tu as fait la démonstration que tu avais parfaitement compris intimement quelle était la raison d'être de cette, peut-être pas de cette bizarrerie, mais enfin en tout cas de ce maniement pas absolument orthodoxe.
Donc là, on passe déjà totalement à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on parle bien de la même chose et on est parfaitement sur la même longueur d'onde. Et donc, ce qui va être soulevé, ce sont bien de possibles problèmes. Et pas simplement un dialogue impossible ou une simple volonté normalisatrice du correcteur s'opposant à la volonté de l'auteur de se draper dans ce qu'il estimerait être son style, et donc quelque chose qu'on ne pourrait pas changer. Puisque tu as pris avant d'en venir plus en détail à cette question des temps du passé, si je ne me trompe pas, il me semble que la majorité de continuer A et la minorité de continuer 2, que justement on n'a pas homogénéisé. Voilà, tout à fait. Oui. On n'a pas homogénéisé parce que… Phonie aussi. Pour des questions de phonie aussi. Oui, voilà, c'est-à-dire que le continué 2, en général, sonne, de mon point de vue, comme quelque chose d'un petit peu pédant, d'un petit peu chichiteux. Donc, si c'est possible de l'éviter, il me paraît bien préférable, de manière plus simple, plus naturelle et plus moderne, de dire continuer à. Mais il n'empêche que dans quelques cas, continuer à pose un tel problème dans la phrase que dans ce cas-là, on ne va pas le résoudre en mettant l'autre possibilité, mais il faudra simplement faire une phrase différente avec un verbe ou une formulation différente. Donc c'est d'ailleurs pour ça que voilà, pas de correction ou d'homogénéisation de mon point de vue automatique, parce que parfois, plutôt qu'une petite correction pour homogénéiser, il peut être bien préférable d'en faire une beaucoup plus grande pour trouver une solution qui, elle, soit entièrement satisfaisante. Et puis très rapidement sur les titres de chansons, de mon point de vue, alors c'est vrai qu'on met le titre de chanson entre guillemets comme on le ferait d'un titre de chapitre, par opposition au titre de l'album ou du livre qui lui est en italique. Mais dans le cas qui nous occupait, les 2-3 chansons citées sont plutôt comme une chanson qu'on entend à la radio, comme une chanson que peut jouer un orchestre dans une soirée. C'est donc un objet totalement autonome et détaché de son éventuelle origine dans un disque qui comportait une dizaine de titres. Et donc, on peut lui donner la dignité à ce moment-là d'une entité, d'une œuvre à part entière, et pas simplement d'un fragment de quelque chose. Ça peut aussi avoir l'avantage secondaire de réduire la proportion des guillemets dans une zone qui est peut-être déjà assez chargée en dialogue, voire en citation. Et donc, ça permet une plus grande clarté visuelle de ce à quoi on a affaire. Sur la question donc, des temps du passé, on avait le problème entre le passé simple et le passé composé, mais également l'imparfait. C'est-à-dire qu'on avait vraiment constamment les trois possibilités. J'avais considéré au début de l'écriture du livre, enfin en tout cas très rapidement, que la meilleure solution était de faire cette chose qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire d'essayer de jouer sur les 3 registres, parce que ça me permettait de ménager des choses qui, à mes yeux, étaient encore plus essentielles. C'est-à-dire qu'on a un narrateur qui raconte l'histoire qui est la sienne et qui donc la raconte au passé, mais avec un présent qui est hors champ, mais qui menace de s'imposer dans le livre comme le temps dominant du récit, et qui d'ailleurs s'imposera à la fin du livre comme le temps dominant du récit. Donc il fallait faire sentir cette possibilité du présent, même si c'est hors champ pendant 450 pages et qu'on est au présent simplement à la toute fin du livre. Et puis, d'autre part, c'était, tu l'as d'ailleurs dit dans des termes assez proches, ça permettait, si c'est du cinéma, de jouer un peu avec des focales ou des niveaux de netteté différents.
et plutôt que de s'installer durablement dans une narration à l'imparfait, voilà, comme si on était chez Flaubert, par exemple, le passé composé permettait soudain de rapprocher l'action du lecteur et de donner le sentiment qu'on pouvait être dans un faux présent, de la même manière que, ce ne sont que des exemples, mais de la même manière que le passé simple pouvait renvoyer à une autre dimension très importante du livre, qui est ce temps démodé, inactuel, parfois tabou chez certains auteurs, mais qui est quand même le temps dans lequel on a, en langue française, découvert la plupart des récits qui ont fondé notre goût et notre amour de la littérature ou d'une certaine littérature. Et si je peux me permettre d'intervenir, c'est aussi un temps qui a tout à fait sa place dans ce texte-là en particulier, qui va complètement dans le récit d'aventure, avec voilà, tout ce que ça peut générer de réveil de souvenirs, de lecture, Oui. y compris enfantine ou Oui. adolescente. Et puis le passé simple a son énergie propre, et à mes yeux, le vrai problème du passé simple, c'est pas le passé simple, c'est les aspects embarrassants du passé simple. Et c'est comme continuer et continuer d'eux, d'ailleurs. Et donc il y a des verbes qui s'y prêtent moins, il y a des cas qui s'y prêtent moins. Donc là, évidemment, le passé simple est à proscrire. Mais dans de très nombreuses occurrences, le passé simple est un temps extrêmement agréable, extrêmement efficace, qui peut aussi avoir le mérite de la brièveté. Et voilà. Et donc ce passage presque incessant entre imparfait, passé simple et passé composé devait à chaque fois prendre en compte ces différentes exigences en veillant à ce que le respect de ces exigences qui étaient consubstantielles au livre, évidemment, ne prennent pas un tour dogmatique. Donc il fallait conserver le maximum de souplesse et éventuellement faire des sacrifices au passage. Mais je ne pense pas que le livre pourrait être ce qu'il est s'il n'y avait pas eu ce parti pris assez audacieux. Et donc c'est là que les ennuis commencent, parce que même si on se relit beaucoup, même si on se pose toutes les questions possibles et imaginables, une fois qu'on a à 7 ou 8 reprises modifié la relation passé simple, passé composé, imparfait dans une séquence pour trouver ce qui semble être le meilleur réglage, il y a eu tellement de manipulations qu'il devient très très difficile de corriger une 9e fois, parce que brusquement, le résultat auquel on est parvenu est frappé d'une sorte de naturalité. Et donc, je pense que dans un assez grand nombre de cas, la solution était trouvée, ne crée pas un désagrément de lecture, ne parasitait en tout cas pas la lecture, sauf que le lecteur tout neuf et ultra attentif comme Olivier, qui évidemment a vite remarqué qu'il y avait cette singularité dans le texte. Je crois que tout simplement ton oreille a été heurtée à certains moments, et il était indispensable de le signaler, parce que peut-être que là ça allait trop loin, et qu'il fallait peut-être en rabattre sur les autres exigences du texte pour là normaliser davantage les choses. Et je crois d'ailleurs que c'est l'un des partis qu'on a adopté lors de l'une de nos premières conversations, c'est que tu y serais attentif constamment dans la lecture, mais tu le signalerais seulement là où ça te paraissait quand même suspect, et que ça méritait vraiment d'y regarder à 2 fois. Et l'expérience a montré que dans un assez grand nombre de cas, enfin peut-être dans, je dirais, je sais pas, peut-être une petite dizaine de passages, on
on a modifié les choses pour être un peu plus homogène. Je savais que vous seriez bavards tous les deux. On a déjà dépassé de 5 minutes le temps qu'on s'est... Alors, j'avais plein d'autres questions, mais je vais, moi, mettre de côté mes questions et d'abord voir s'il y a des questions des gens qui assistent à cette rencontre. Si vous avez des questions, vous la posez avec le petit outil conversation. C'est la petite bulle dans la petite barre d'outils du milieu. Vous cliquez dessus et ça s'affiche à droite, la conversation de la réunion. Et je prends vos questions. S'il n'y a pas de questions, moi je continue avec les miennes, hein, sans problème. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc je vais en reposer une. Je pourrais remonter un peu. Je pose un peu celle que j'avais prévu de poser en dernier, histoire d'être sûr de la poser. C'est une question qui concerne peut-être plus Olivier, mais dont Jean-Hubert est totalement responsable. La dernière phrase du livre, alors je vais essayer d'expliquer mon truc sans dévoiler la phrase, c'est un peu compliqué. La dernière phrase du livre, qui est une adresse au lecteur ou à la personne qui lit, avec dans cette phrase un accord, on dirait au masculin, pour un masculin neutre. Et je sais qu'Olivier s'est beaucoup questionné sur cet accord. Il a proposé 3 possibilités à Jean-Hubert de choix. Soit de le laisser au masculin neutre, soit de le mettre au féminin, soit carrément de réécrire pour éviter cet accord. Olivier, cette question-là, justement, du masculin neutre, ou est-ce qu'on féminise, etc., est-ce que c'est une question que vous seriez posée, je ne sais pas, il y a 10 ou 15 ans, avant toute cette réflexion sur sur l'évolution de la langue française, qui passe par une féminisation de certains mots, plein de réflexions sur cette place du féminin dans la langue française. Est-ce que c'est une question que vous seriez posée il y a 10 ou 15 ans, ou est-ce que c'est parce que la correction, c'est la correction d'une langue, et une langue, elle vit dans une époque à un moment donné? Alors oui, la langue et le correcteur avec elle évoluent, et depuis 20 ans que je travaille à l'édition de certains textes, les questionnements sur la langue et les usages ont évolué. Je pense que je me serais posé la question, mais je ne me la pose pas de la même façon aujourd'hui. Elle est peut-être, elle intervient de manière peut-être un peu plus aiguë à un moment où certains tenants de l'écriture inclusive se font davantage entendre. Non pas que sur ce point-là, j'ai un avis, encore une fois, de moraliste en tant que correcteur. Si on me dit il faut que, et c'est le cas cette semaine, un certain texte soit écrit en écriture inclusive, eh bien je fais en sorte qu'il le soit, et je pointe les innombrables incohérences de l'auteur au moment où il fait ce texte-là, parce que oubliant beaucoup d'occurrences dans lesquelles il faudrait justement utiliser les points médians, etc. Mais et donc la question du genre, comme la question des temps, etc., c'est une question que je me pose depuis le début par rapport au texte, mais il est possible que il y a 20 ans, quand on voyait dans un texte quelqu'un écrire « ma professeure ou il y aurait plusieurs exemples comme celui-là. On aurait dit, mais peut-être le terme de, enfin, ou
Madame le docteur plutôt que la docteure. On pouvait remettre ça en question dans un sens. Maintenant, on aurait plutôt tendance à dire l'usage veut qu'on écrive plutôt autrice ou auteur plutôt que l'auteur au masculin neutre quand il s'agit d'une femme. La bascule se fait différemment. Jean-Hubert, l'écrivain, que vous êtes, il en prend conscience de ça aussi en écrivant de cette langue française là qui a féminisé et autorisé la féminisation, même si ça discute encore sous la coupole, de certains mots où on écrit avec sa langue à soi, qui évolue peut-être pas de la même façon que le reste de la société, je sais pas. Oui, enfin, je crois qu'on écrit surtout, ou qu'on s'efforce d'écrire avec, certes avec sa langue à soi, mais avec ce qu'on considère devoir être la langue de ce texte. Et donc la question qui est soulevée, la question du genre avec tout son arrière-plan sociopolitique infiniment plus vaste, ça ne peut être absent d'aucun livre, et même d'un roman. Donc la question du genre, la question des sexes, la question des égalités ou inégalités entre les sexes, c'est quelque chose qui traverse ce livre comme tant d'autres, de la première à la dernière ligne, donc dernière ligne incluse, puisque c'est celle dont il est question. Voilà, je dois dire que, à mon avis, s'obnubiler sur de pures questions d'écriture et de langage, c'est parfois s'en tenir à quelque chose, voilà, comme ça, apparemment spectaculaire, mais qui est vraiment peut-être l'approche la plus superficielle, voire la plus paresseuse d'aborder ces questions. Je crois d'ailleurs que si Olivier a réagi à cette dernière phrase de cette manière-là, et comme toujours avec toi, réagir simplement en posant une question, en disant on a le droit de se la poser, donc on se la pose, mais pas du tout de manière autoritaire ou dogmatique, c'est peut-être parce que après 480 pages de lecture, et donc après un très 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 grand nombre de phrases dans lesquelles cette question aurait pu se poser. Sauf que tu ne l'as jamais soulevée parce qu'on était dans le monde du roman et que ce monde a des règles qui sont les siennes, qui ressemblent d'assez près à celles de notre monde à nous, là, celui dans lequel on parle tout de suite, mais pas absolument non plus. Et donc il y a une espèce comme ça, malgré tout, d'étanchéité entre les deux univers, qui fait que ton oreille n'a pas été saisie de la même manière. Cette dernière phrase, vous le disiez Sophie, est une adresse au lecteur, c'est-à-dire que brusquement on sort du livre. Et effectivement, on en sort puisque c'est terminé. Et donc là, brusquement, les nouveaux usages du monde contemporain retrouver leurs droits. Et c'est pour ça que je crois que tu t'es posé la question sur cette phrase-là, alors qu'il aurait été possible de se la poser pour d'autres. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas corrigé ? C'est une phrase qui, je viens de la raconter, qui fait 7 mots. C'est donc une phrase très courte. 7 mots, dont 3 qui sont très très petits, hein, qui font 1 ou 2 lettres. Donc c'est vraiment, c'est sans doute la phrase la plus simple du livre. Et les solutions qu'on avait à notre disposition, Olivier en a proposé 3, j'en avais trouvé 2 ou 3 autres, nous conduisaient à faire des périphrases. Donc si vraiment une instance de censure qui là ne s'exerçait pas, mais on pourrait vivre sous un régime où il serait obligatoire de ne plus accepter le masculin faisant office de neutre, plutôt qu'une périphrase disgracieuse, j'aurais plutôt purement et simplement supprimé cette phrase qui pourrait ne pas exister
et que d'ailleurs j'avais à un moment donné un petit peu hésité à maintenir. Il faut se méfier parfois de la conclusion d'un livre. Parfois, c'est mieux qu'il s'arrête à l'avant-dernière phrase. Bon, là, finalement, j'ai fini par me persuader du fait que c'était mieux avec cette manière de sortir du livre. Mais donc, on voit ça. Pour mieux y rentrer, parce qu'elle donne, enfin, la fin donne qu'une envie, c'est de retourner au début pour essayer de comprendre ce qu'on a raté. Oui, et voilà, elle a quand même une utilité. Enfin bon, voilà, il faut pas révéler les choses, mais elle confirme le lecteur et la lectrice dans l'une des possibilités d'explication de ce à quoi on vient d'assister. Et sans cette dernière phrase, cette hypothèse-là serait peut-être un tout petit peu moins forte. Donc c'est pour ça que cette phrase, malgré tout, est restée dans le livre. Olivier, j'ai deux questions. Une question très pratico-pratique, c'est-à-dire est-ce que vous corrigez sur écran, genre DocWord, ou est-ce que vous travaillez sur support papier? Très rapidement. Et puis, Sarah, qui, à la suite que vous avez dit juste avant, demande si vous êtes formé à la correction inclusive et à ces différents courants et formalismes, parce qu'effectivement, l'inclusif, c'est pas... je pense que c'est pas totalement inné pour des gens de notre génération. Alors, je travaille sur papier presque exclusivement. Ce qui ne veut pas dire que je n'utilise pas l'ordinateur dans les cas de préparation de copies, comme c'est le cas à l'Olivier, puisque quand je travaille pour l'Olivier, je fais également la composition, c'est-à-dire l'insertion des corrections, ce qu'on appelle les feuilles de style. Je parle à des gens qui sont du métier, donc ça parle forcément. Et que je rends à l'Olivier un fichier prêt à partir à la fabrication. Voilà, en sachant aussi que dans la plupart des cas, les échanges avec les auteurs se faisant à distance, quand le volume d'intervention, c'est pas trop le cas sur le texte de Jean Hubert, mais néanmoins sur ces questions des temps, il fallait qu'il l'ait sous les yeux pour pouvoir prendre ses décisions posément. On utilisait l'ordinateur pour cela. Plutôt que de traiter les questions point par point au téléphone avec toujours cette... ce qui peut être un peu gênant de devoir se déterminer à la va-vite à un moment donné. Voilà. Là, dans ces cas-là, l'ordinateur, c'est-à-dire par échange de mails ou justement le fichier Word avec des passages, notamment sur les questions de temps, avec les passages surlignés. Oui, là, en l'occurrence, c'était ça. C'était cette deuxième option. Sur l'écriture inclusive, j'ai pas de formation spécifique et du reste, le fait de travailler sur un texte en écriture inclusive fait que je soulève un certain nombre de questions que je n'ai pas tranchées pour l'instant, mais l'avantage de travailler pour les maisons pour lesquelles je travaille, c'est qu'il y a plusieurs lectures, outre la lecture des éditrices et éditeurs. Il y a aussi donc une lecture de préparation, puis des lectures de correction d'épreuves. On apprend aussi des échanges qu'on peut avoir sur un texte, voilà, sur certains cas, savoir comment un tel réagit dans telle occurrence, ou voilà. Donc pas de formation spécifique. Alors là, j'ai une question pour Étienne, en fait, qui est notre instance invitante, parce que j'ai une super question de Corinne qui dit « Comment procédez-vous lorsque vous corrigez une traduction ?» Or, il me semble, Étienne, qu'on n'est
que la CLF est peut-être en train de monter des rencontres justement entre correcteurs et traducteurs et qu'il en sera question à ce moment-là. Étienne, si tu es là derrière, est-ce que vous m'enverriez un petit mot pour me dire ce qu'on fait? Oui, non? Oui, on peut en parler brièvement. Un petit peu là, brièvement? Ok. Après, je peux répondre pour ma partie, Oui. parce que je travaille pas mal en littérature étrangère aussi. Mais... Bah oui. Donc comment vous, enfin, on imagine bien que c'est différent lorsque vous corrigez une traduction. Oui. Alors, je précise d'emblée que dans le cas des traductions, c'est très rare que je travaille en direct avec les traducteurs. C'est arrivé quelques fois et j'ai énormément appris sur les parties du métier en travaillant avec un couple de traducteurs merveilleux qui étaient Jean-Pierre Carasso et Jacqueline Huette. J'ai eu l'occasion de travailler sur 15 de leurs traductions, je pense, et on avait des réunions où on travaillait à la table ensemble pour essayer de régler les questions. Quand je travaille en littérature étrangère, alors il faut distinguer les langues que je parle ou que je comprends, qui sont l'anglais, l'italien, l'espagnol dans une moindre mesure, l'allemand, où je collationne toujours le texte original avec la traduction. Donc, j'ai accès au texte original et les questionnements que je peux avoir sont associés à ce que je peux en voir dans le texte original. Il arrive sur certaines langues que en particulier l'allemand, que le degré de technicité de la langue m'échappe un peu et auquel cas je ne peux pas vraiment me plonger dans la phrase allemande pour en extraire une solution, mais au moins avoir pointer une question. Ça m'arrive également de travailler, de préparer la copie de langues auxquelles je n'ai pas accès et dont je ne lis pas même l'alphabet, que ce soit le japonais, l'hébreu, le chinois ou l'arabe. Auquel cas, je peux avoir des questions liées à l'état de la traduction. C'est fonction de la manière dont je perçois le texte en français. Ça peut être aussi agrémenté quelquefois de conversations avec les traductrices ou les traducteurs pour essayer de comprendre justement ce qui peut-être m'échappe à un moment donné et pourquoi ce qui fait... c'est bizarre finalement, ce qui fait qu'on reconnaît qu'un texte japonais est un texte japonais alors qu'on n'a jamais lu de japonais. Quand on lit Yasushi Inoue, on se dit mais c'est un texte japonais. Et ça ne tient pas seulement au fait qu'il y ait des cerisiers en fleurs et qu'on voit le Fuji ou des choses comme ça. Et de la même façon, quand on lit un texte d'Aaron Appelfeld, il y a quelque chose dans l'usage des temps, justement, parce que les temps en hébreu sont quelque chose d'assez particulier, qui passe dans le français, y compris parfois dans certaines bizarreries. Voilà. Vous écouterez des heures, Olivier. Il va falloir qu'on demande à la CLF de refaire plein de rencontres. Toutes, parce que là, on est hors temps total. Toute petite question, dernière question pour Jean-Hubert, là, mais là, qui n'est pas une question de correction, qui est vraiment une question très précise sur le texte, de la part de Daniel, qui demande si le narrateur est toujours le même dans Action spéciale ou si chacun des personnages est narrateur à tour de rôle. Alors, je ne vais pas répondre à ta place, Jean-Hubert, je pourrais, mais je te laisse faire. Non, je vais répondre moi-même. Oui, donc le narrateur est bel et bien
toujours le même, du premier au dernier mot. Il est toujours le même, mais en même temps, effectivement, il cesse d'être lui-même et à plusieurs reprises au fur et à mesure que le roman se développe. Donc c'est aussi l'histoire d'une métamorphose, mais ça n'est pas du tout un roman avec des alternances de point de vue narratif. Une métamorphose ou une dissolution? Ça, c'est pour la 3e heure dans 15 jours. Merci beaucoup, beaucoup à tous les deux. Vous étiez absolument passionnants. Quel duo! Ah oui, non, à vous écouter, je me dis qu'effectivement, vous vous êtes bien trouvés pour travailler sur ce texte-là. Il me semble qu'il y a une complémentarité, effectivement. Ça fait 20 ans qu'on s'entraîne, Olivier. Ouais. Ouais. Et un grand merci d'avoir été aussi nombreux, parce que je crois que ce soir, vous avez encore été quasiment une 50aine de participants à venir assister à cette rencontre autour de l'écriture, de la langue, de la traduction, de ce qui fait littérature. Comme m'a dit Olivier au téléphone, c'est que contrevenir la règle commune, c'est ce qui fait littérature et qu'il faut bien subvertir la langue. Et je pense que c'est pas mal de finir là-dessus, sur une idée de subversion de la langue. Merci beaucoup. Ouais. Merci de l'écoute à toutes et à tous, et puis pour cette conférence, et puis pardon si celle-ci vous a ennuyé. Ah, pas du tout, je pense pas, enfin sincèrement. Je pense que Jean-Hubert aura saisi l'allusion. Merci à tout le monde. La dernière phrase, quelque chose de cet ordre-là, c'est ça. Exactement. Merci.